On est en matinale spéciale à Bruxelles, dans le Parlement européen, ce très gros, gigantesque bâtiment. On est en plein cœur, en plein centre de ce Parlement européen, à 2 pas de l'hémicycle, là où siégeront les élus, les députés qui seront élus à ces élections européennes qui auront lieu en ce moment même. Elles ont commencé hier jeudi, elles se termineront ce dimanche. Ces élections européennes, on vous propose de les commenter, on vous propose de les décrypter ici ce matin pendant 1 heure avec nos invités, des députés européens, des spécialistes de l'Europe. On va parler au fond de qu'est-ce qui va se jouer lors de ces élections. Vous le savez, l'Union européenne a vécu 5 années, je crois qu'on peut qualifier d'assez compliquées, entre la crise migratoire, la montée de l'euroscepticisme et puis évidemment le Brexit. Alors qu'est-ce qui se joue lors de ces élections? Quelle Europe va sortir des urnes? Quel projet européen pour les 5 prochaines années? Avec moi, 2 députés européens. D'abord vous, Maria Arena. Bonjour madame. Bonjour. Socialiste belge. Vous avez été ministre, vous êtes eurodéputé depuis 2014, donc vous terminez cette première législature. Et puis Charles Goerens, vous êtes membre du Parti démocratique luxembourgeois, c'est un parti libéral de centre-droit, je pense qu'on peut dire comme ça. Vous alors, vous êtes là depuis 2009, et puis vous avez été régulièrement député européen, vous avez aussi été ministre dans votre pays, mais député européen depuis longtemps. Vous êtes un routier, un briscard de cet endroit. Je vais commencer avec vous, Monsieur Goerens. On a l'impression, vu de Suisse en tout cas, que ces élections, elles ont quelque chose de particulier, de crucial. Est-ce que vous qui êtes dedans, d'être dans la machine depuis longtemps, vous ressentez ça également? Ah oui, elles sont extrêmement importantes. Nous avons des défis considérables devant nous. Il s'agit d'abord de rétablir l'ordre à l'intérieur de l'Union européenne. Il y a 2 pays qui ne respectent plus le principe de l'état de droit, la Hongrie et la Pologne. Et puis, il y a le changement climatique qui est une bombe à retardement. Si on n'y arrive pas au cours de la prochaine législature, ce sera foutu pour les générations à venir. Si on veut limiter le réchauffement de la Terre à 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle, et puis le paysage politique est en train de changer. Ouais. Donc la responsabilité des partis traditionnels est double. On va devoir chercher des arrangements entre les socialistes, le Parti populaire européen, les Verts, les libéraux. On aura besoin de tous pour arriver à faire des compromis. Maria Arena, c'est quelque chose que vous ressentez aussi comme un sentiment peut-être d'urgence face à l'Europe. Ces élections, elles arrivent à un moment un peu crucial. Bien sûr, et je pense que Charles Goerens l'a dit, la question climatique est quelque chose de très important et qui rend la population très sceptique par rapport à leur avenir. Et donc, à la fois, elle demande à une responsabilité politique par rapport à cela, et l'Europe a un rôle important à jouer. Mais il y a aussi, à côté de l'urgence climatique, l'urgence sociale. Aujourd'hui, en Europe, on voit des pays qui, malheureusement, ou des régions, je dirais, des populations qui ne bénéficient pas du bien-être européen. Et donc, il y a une espèce d'inégalité à l'intérieur de l'Europe, et ce sont ces populations, ces pays, ces régions qui aujourd'hui contestent le projet européen parce qu'elles ne voient pas dans le projet européen ce que ce projet leur rapporte. Et donc il est important, si on veut vraiment retravailler le projet européen pour en faire un projet de l'avenir qui donne de la perspective à ces personnes, il faut pouvoir apporter un certain nombre de solutions. Il ne suffit pas de dire que les populistes gagnent en Europe, il faut comprendre pourquoi ces populistes gagnent et comment répondre aux populations qui sont tentées par ces solutions simples qui sont proposées par, je dirais, des menteurs aujourd'hui en Europe, mais qui tentent effectivement une certaine frange de l'électorat. Alors évidemment, on va en parler de toutes ces thématiques jusqu'à 8 heures, on aura le temps. J'accueille également notre 3e invité, Nicolas Vadot, bonjour. Bonjour. Vous êtes dessinateur de presse, monsieur Vadot, vous vivez ici en Belgique, vous avez également le passeport britannique, si je ne me trompe pas, et puis vous dessinez, vous caricaturez alors l'actualité, puis aussi vous dessinez pour la commission, vous dessinez pour un site qui s'appelle Les Décodeurs de l'Europe, donc vous avez vraiment les mains dans le cambouis et vous connaissez bien tout ce qui se passe ici. Je voudrais qu'on regarde, et pour ceux qui nous regardent sur RTS2, un dessin, une caricature un dessin que vous avez fait sur lequel je suis tombée en allant sur votre site. Pour ceux qui ne la voient pas, je vais la décrire. C'est un loup très très menaçant comme ça, qui a effectivement les crocs acérés dehors et qui regarde la lune aux couleurs européennes.
européenne avec l'air de vouloir la dévorer. Et c'est une carte de vœux. Vous écrivez en dessous « Bonne année 2019 ». 2019 étant tracé, vous avez écrit 1939 à côté. Vous n'y allez pas un peu fort, Nicolas Vado? Si, mais c'est mon métier. Vous savez, il y avait une pub dans les années 80 pour des fours qui vous disaient « C'est pour vous donner le meilleur qu'on a imaginé le pire ». Mon métier, c'est d'imaginer le pire pour espérer qu'on puisse avoir le meilleur. Mais quand on voit l'environnement européen aujourd'hui, on peut se poser des questions. Il y a une incompréhension globale vis-à-vis de l'Europe, un peu moins ici en Belgique parce qu'on vit vraiment au cœur de ça, mais quand on parle avec des Français notamment, des critiques sur l'Europe. Demain, il y a une manifestation de gilets jaunes à Bruxelles qui vont aller, j'ai entendu, contre la dictature de Bruxelles. Donc à les entendre, on a l'impression que Jean-Claude Juncker se lève le matin et il décide, tiens, je vais changer la courbure des bananes. Donc les gens, en fait, ne savent pas comment fonctionne l'Union européenne. C'est aussi pour ça que j'ai dessiné pour les décodeurs de l'Europe, précisément pour essayer de moi-même de comprendre, de tordre le cou aux mensonges qui sont parfois donnés et essayer de comprendre comment fonctionne cette Europe qui est quand même une grande chance. Moi, j'ai vécu dans la paix depuis que je suis né et j'espère que ce sera pareil pour mes enfants, mais j'en suis pas convaincu. Justement, je vous entendais utiliser le mot guerre dans une interview que vous aviez donnée à nos confrères belges. Vous disiez il y a des risques de guerre en Europe, mais sérieusement, vous pensez que c'est aussi grave que ça? Oui, je ne pense pas qu'il y aura des risques de guerre d'un pays qui attaque l'autre parce qu'on est passé à une autre époque. Mais il y a des risques de guerre civile. Et des risques, si les pays européens décident de couper les ponts entre eux, ça sera du protectionnisme. Le protectionnisme, ça n'a jamais amené grand-chose de bon. On voit ce qui se passe entre la Chine et les États-Unis aujourd'hui. Ça n'augure rien de bon. Donc la tension est globale, mais on a cette grande chance en Europe d'avoir créé cette Union européenne de manière pacifique, parce que ça n'est pas du tout l'URSS, comme dit Marine Le Pen. Ça n'a pas été créé sur base de la contrainte. Ça a été volontaire. Ça a toujours été fait par référendum, sauf à Chypre, il me semble. Donc on a quand même cette grande chance de vivre en Europe et moi c'est ce que j'essaie de transmettre à mes enfants et à mes lecteurs. Mais là il y a des élections, on sait que les élections européennes c'est un peu les mal-aimés dans les pays. Il y a globalement peu d'intérêt, on essaye de vendre l'Europe mais les partis s'entre-déchirent sur des questions nationales. Vous parlez aussi de cet éloignement quand vous dites Jean-Claude Juncker il est qui pour ces gens. Comment au fond vous, dessinateurs de presse, vous essayez de rapprocher ce qu'on a autour de nous il suffit de sortir de ce bâtiment du Parlement, de voir ce quartier européen bruxellois qui n'a rien à voir avec le reste. On a l'impression d'une espèce de bulle comme ça. Comment rapprocher cette bulle, cet endroit de décision avec le citoyen européen? Alors ce que vous dites n'est pas faux. Moi qui habite à Bruxelles, c'est vrai que les eurocrates restent entre eux souvent, ils connaissent souvent pas vraiment la ville, donc ça vous avez tout à fait raison. Maintenant on peut expliquer aux gens que quand vous téléphonez dans un autre pays de l'Union et vous payez plus de frais de roaming, ça c'est grâce à l'Union européenne par exemple, Erasmus c'est grâce à l'Union européenne, la protection pour avoir des jouets de qualité c'est grâce à l'Union européenne, donc il y a beaucoup de défauts dans l'Union européenne, il y a des problèmes de management, je dirais, de l'Union européenne, mais il y a quand même énormément d'avantages dont on doit être conscient. Il se trouve que j'ai habité 6 ans à l'autre bout du monde en Australie et quand on habite hors d'Europe, on se rend compte de la chance que nous avons de vivre en Europe. C'est quoi votre projet européen à vous, Nicolas Vado, qui l'a dessiné au quotidien? Mon projet politique. Votre vision, votre envie, pas votre projet politique. Ce sera une Europe fédérale, évidemment, mais je ne suis pas majoritaire là-dessus. Alors on en a déjà un peu évoqué avec nos invités. L'enjeu de ce scrutin sera bien évidemment le score que vont faire, un des enjeux en tout cas, le score que feront les souverainistes, les eurosceptiques. On les a vus monter ces dernières années. Et en particulier en Italie, l'un des fers de lance de ce mouvement, c'est Matteo Salvini, ministre italien de l'Intérieur, qui est populaire. Il a fait progresser son parti, la Lega, dans des proportions que personne n'attendait. Ça fait de lui l'homme fort du moment. C'est ce que dit en tout cas la presse, que ce soit la presse française, le Time aussi titré avec lui. Notre correspondant en Italie, Eric Joseph, s'est rendu à l'un de ses derniers meetings. Je vous propose qu'on écoute son reportage et puis ensuite on en parle ensemble autour de cette table. Ce soir, ils sont une quarantaine de militants ou de sympathisants de la Ligue réunis dans le bar La Dolce Vita, non loin des studios de Cinecittà. Dernière mobilisation derrière Matteo Salvini, l'homme fort de l'extrême droite européenne, avant le scrutin de dimanche. Dans l'assistance, Giuseppe Audijema, cardiologue, vêtu d'une chemise verte, l'emblème vestimentaire de la Ligue quand elle s'appelait encore Ligue du Nord. C'est une référence délibérée, explicite. J'ai toujours été de droite, de centre-droit, et maintenant je me retrouve dans les positions de la Ligue. Salvini est l'élément porteur, il a une grande capacité d'attraction.
À Rome, comme dans une bonne partie de l'Italie du Sud, les slogans sécessionnistes de la Ligue du Nord sont oubliés au profit du slogan « Les Italiens d'abord », un slogan martelé avant les européennes. La Ligue est passée dans les mains de Salvini. Salvini l'a changée. Ce n'est plus la Ligue du Nord, mais la Ligue de Salvini, et donc il s'occupe de toutes les réalités du pays. Nous devons penser qu'en Europe, les Italiens doivent commencer à compter pour quelque chose, parce que si nous sommes la 7e puissance industrielle du monde, ce n'est pas possible que nous soyons traités comme des moins que rien en Europe. Nombre d'anciens militants du parti post-fasciste Fratelli Italia sont eux aussi passés en bloc du côté de Salvini, comme Cristiano Boncristiani, qui appuie notamment la politique migratoire du ministre de l'Intérieur. Je me sens salvinien, pas léguiste. Parce que Salvini incarne toutes mes aspirations. Il est contre l'immigration sauvage. Nous voulons une immigration qui soit contrôlée. Cristiano Boncristiani attend aussi des changements en Europe. Les lois qui sont approuvées par la communauté européenne doivent être moins lourdes pour l'Italie. Cela ne peut pas être des lois qui nous étranglent. L'Europe devrait être une mère et non une marâtre. Il y a encore quelques mois, Matteo Salvini menait campagne pour sortir de l'euro, mais la ligne officielle a changé, comme le répètent devant les militants les dirigeants locaux du parti. Nous ne proposons pas de sortir de l'euro ou de l'Union européenne, mais nous proposons d'avoir une Italie forte pour avoir une autre Europe. Salvini a remis à leur place divers dirigeants européens. Cela peut nous faire rêver d'une Europe qui soit attraction italienne, une Europe qui respecte une communauté de valeurs représentée par les partis souverainistes, mais où la locomotive politique de ces valeurs serait représentée par l'Italie et par Matteo Salvini. Une ligne totalement partagée par Patrizia Micoli, ancienne haut fonctionnaire au ministère de la Culture. Nous sommes sans aucun doute en faveur de l'Europe, mais une Europe qui ne soit pas uniquement franco-allemande et qui soit plus respectueuse de notre mode de vie et de nos traditions. Parce que l'Europe a une âme, c'est la religion chrétienne qui fait partie de la tradition de l'Europe. Après un an au pouvoir et obtenu 17% aux législatives de l'année dernière, la liste de Matteo Salvini pourrait, selon les sondages, dépasser les 30% dimanche soir. Charles Goerens, je le disais, vous avez une longue expérience de ce Parlement européen. L'Italie, pays europhile pendant tellement longtemps, qui soutient Matteo Salvini. C'est quelqu'un de très très populaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Les Italiens d'abord, c'est ça qui fonctionne aujourd'hui en Italie? Les Italiens ont des problèmes. À la base, on a laissé les Italiens trop souvent seuls. Sur la migration. En 2013, ils ont dit on a trop de réfugiés, est-ce qu'on peut partager la charge? L'Allemagne a dit non. En 2015, l'Allemagne a reçu 1 million de réfugiés. Elle a dit est-ce qu'on peut partager la charge? Tous les autres ont dit non. Le résultat, c'est que l'Italie a Salvini et l'Allemagne a Gauland. Donc on a deux partis extrémistes qui se rangent parmi une catégorie de politiciens que je caractériserais de personnes qui cherchent avant tout des problèmes, alors que les autres cherchent des solutions. Et ceux qui cherchent des problèmes, qui exploitent les problèmes à des fins de politique politicienne, sont plus populaires. Ils changent de conviction comme ils changent de chemise. J'ai connu la Lega Nord au Parlement européen. Ils s'attaquaient à tous les symboles de l'Italie souveraine, la monnaie et l'armée. C'est la raison pour laquelle, à l'époque, ils étaient pour l'armée européenne et pour la monnaie unique. Aujourd'hui, comme ils ont changé de périmètre d'action au titre de parti politique, ils sont pour les attributs souverainistes de l'Union européenne. Donc ils sont contre l'euro et contre l'armée européenne. Maria Arena, vous êtes députée belge, vous êtes d'origine italienne, hein, vos parents sont siciliens. Quand vous entendez que Matteo Salvini, avec ses slogans « Les Italiens d'abord », fait un score canon et extrêmement populaire en Italie depuis qu'il est au gouvernement, vous êtes surprise ou pas? On l'a entendu, ce sentiment d'avoir été abandonné, il y a l'aspect migratoire, mais il y a plein d'autres choses aussi qui entrent en ligne de compte. Ces Italiens-là, vous les comprenez? Alors je pense que Salvini, comme tous les populistes, les nationaux populistes, utilisent toujours des boucs émissaires. Le bouc émissaire de la Lega, au début, était le nord de l'Italie, le sud de l'Italie, pardon, parce qu'il ne voulait pas de solidarité entre le nord et le sud.
Aujourd'hui, le bouc émissaire, c'est l'autre, c'est soit l'étranger, c'est-à-dire celui qui rentre parce qu'il ne veut pas de solidarité avec ces personnes, soit le reste de l'Europe parce qu'il ne veut pas de solidarité avec le reste de l'Europe et il ne veut pas participer à un projet commun. Bon, l'Europe a pas été extrêmement solidaire avec l'Italie aussi. Alors, il n'a pas été solidaire, c'est vrai, l'Europe, par rapport à la question migratoire, on l'a dit. Mais l'Europe est solidaire avec l'Italie dans les projets de développement avec l'Italie. L'Europe a reçu énormément de financement en Italie pour des projets de développement, pour le soutien à la politique agricole commune, pour le développement économique. Et donc, oui, l'Europe participe au développement de l'Italie. Si l'Italie, aujourd'hui, est une puissance industrielle mondiale, c'est aussi parce qu'elle fait partie de l'Europe. Mais évidemment, ces populistes ne parlent pas des choses positives, elles ne parlent que des choses négatives parce qu'elles savent que c'est sur le négatif qu'elles peuvent gagner effectivement des voix. Et quand elles disent qu'elles peuvent faire une Union européenne des populistes avec Orban, par exemple, ou avec Le Pen, vous savez que le plus grand ennemi de la solution italienne, c'est Orban. Quand on parle de la question migratoire, Orban bloquera définitivement le fait que, par exemple, on va faire sauter la règle de Dublin, qui est la règle de... C'est le pays d'accueil qui doit régler le problème de la migration. Orban ne voudra pas faire sauter cette règle. Et donc, c'est le premier ennemi de la solution italienne. Et pourtant, ce sont les amis de la non-solution européenne. On va y revenir effectivement sur les difficultés ensuite, après ces élections et avec le résultat de créer des groupes au Parlement européen. Sur la première, nous sommes toujours en émission spéciale à Bruxelles. On va partir pour Paris parce qu'on retrouve un candidat justement à ces élections, Damien Lempereur. Bonjour. Vous êtes candidat pour Debout la France, parti souverainiste, parti de Nicolas Dupont-Aignan. Vous faites partie, monsieur, des eurosceptiques dont on a parlé tout à l'heure. Pourtant, vous êtes candidat, vous voulez être élu ici dans ce Parlement dans lequel on est aujourd'hui. Pourquoi vous voulez être élu si vous êtes si eurosceptique ? Précisément, c'est précisément parce qu'on conteste la façon dont fonctionne l'Union européenne aujourd'hui qu'on a besoin d'être présent, et si possible le plus présent au sein du Parlement européen, afin de pouvoir influencer et afin de pouvoir changer la façon dont fonctionne l'Union européenne. Ça serait trop facile d'estimer que parce qu'on est dans l'opposition, on n'a pas le droit de siéger dans le Parlement, que ce soit le Parlement national ou que ce soit le Parlement européen. C'est vrai que nous sommes euro-réalistes, ça veut dire que nous avons un projet européen. Je crois que nous sommes tous, à part quelques minorités, profondément européens sur l'ensemble du continent. En revanche, on a des façons très différentes de concevoir l'Europe. Nous, à Debout la France, c'est plutôt une Europe des coopérations et des nations libres pour laquelle nous aimerions travailler, plutôt que cette Union européenne actuelle qui est une suprastructure à notre sens, qui n'est pas très démocratique. Mais pendant des années, les eurosceptiques voulaient tout simplement quitter l'Europe. On a parlé de Frexit, d'Italxit et bon, le Brexit, évidemment. Aujourd'hui, il n'en est plus question. Oui, et d'ailleurs, Nigel Farage a profité de sa présence au Parlement européen pour amener sa nation à sortir de l'Union européenne. En France, c'est vrai, nous ne souhaitons pas majoritairement, parmi les euro-réalistes, quitter l'Union européenne pour une raison très simple, c'est que nous sommes au cœur de l'Europe. Je crois que l'Union européenne, sans la France, sans les milliards et les milliards de contributions nettes qui sont donnés chaque année au budget de l'Europe, n'existerait pas. Et je crois que la France, par sa puissance économique, par son passif historique aussi, a la possibilité, au cœur de l'Europe, d'introduire un rapport de force, notamment avec l'Allemagne, pour aboutir à une révision, à une renégociation des traités européens. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas fuir l'Union européenne. Ça ne sert à rien de sortir, de mettre en œuvre l'article 50. D'ailleurs, on voit que ça se passe de façon compliquée avec le Royaume-Uni. Mais je crois qu'il faut profiter de notre place et de notre rôle aussi historique, voilà, de notre rôle aussi au sein de l'Union européenne depuis tant d'années. Nous avons une responsabilité. En France, nous avons participé à cette construction européenne. Nous devons profiter de notre force pour, au contraire, dénoncer puis renégocier les traités européens dans le sens de ce que nous, on considère comme plus d'intérêt général pour l'ensemble des peuples européens. Damien Lempereur, euro-réaliste, profondément européen. Charles Goerens, c'est aussi une manière d'être européen. Non, c'est le contraire de l'Europe que ce monsieur vient de nous débiter. Regardez,
conseiller spécial du secrétaire général des Nations Unies sur les changements climatiques est venu nous voir au sein de la Commission de l'environnement et du développement. Il a dit, vous, Européens, vous avez développé une méthode pour travailler ensemble. Vous êtes à 28. Vous pouvez faire bouger les lignes. À un moment où Trump fait le retour à l'ordre d'avant 1945, c'est à vous de jouer la carte du multilatéralisme. Vous voulez gagner la lutte contre le changement climatique? Allez-y. Projetez votre expérience sur le reste du monde. Essayez d'embarquer la Chine, l'Inde, le Moyen-Orient, l'Afrique, et vous arriverez à réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est la seule méthode qui fonctionne et c'est ce dont le monde a besoin. Alors soyons conscients du potentiel dont dispose l'Union européenne pour répondre aux grandes préoccupations du citoyen. Damien Lempereur, c'est vrai que ça semble assez évident que face à la Chine, que face aux États-Unis, l'Union européenne, si elle veut être forte, elle doit être ensemble, elle doit être soudée, elle doit représenter quelque chose de solide. Pour reprendre les termes d'Emmanuel Macron, je crois qu'il appelle ça Europe puissante. Ben, moi, je pense en fait exactement le contraire en réalité. Je pense qu'à 28, nous n'arriverons jamais à rien. D'ailleurs, on le voit depuis 20 ans, 25 ans, depuis la Commission de Bruxelles, depuis la règle aussi de l'unanimité, nous n'arrivons pas justement à avoir une position commune, tout simplement parce que c'est impossible, parce que nous avons des identités différentes, des passifs historiques totalement différents. Et je pense au contraire que si on autorisait les nations à travailler entre elles sur des projets à la carte, à 3, 4, 5, peut-être 10 parfois, nous pourrions avoir des positions communes. En matière de diplomatie, la guerre en Irak, et la France s'est opposée à la guerre en Irak, et heureusement que la France avait une voix indépendante pour s'opposer. Si l'Europe avait dû parler d'une seule voix, la France n'aurait pas pu défendre sa position face à l'Allemagne, face aux positions des autres pays beaucoup plus atlantistes. Donc moi, je crois qu'à 28, malheureusement, nous n'arriverons à rien. Il faut réintroduire de la souplesse, il faut laisser de la liberté aux nations qui pourraient, dans la mondialisation, c'est vrai, coopérer entre elles, s'associer, car il faut peser face, vous l'avez cité, à la Chine, aux États-Unis. Mais encore une fois, pour peser dans la mondialisation, il ne faut pas être un super État, une super structure. Il faut être souple, il faut être capable d'être libre, il faut être capable d'être réactif. Et je crois que la façon dont est construite l'Union européenne n'est pas souple et n'est pas réactive. L'Union européenne, Maria Arena, vous êtes donc députée ici dans le groupe des sociodémocrates, donc dans cette coalition qui au fond gouverne l'Europe. Pas réactive, pas souple. Au fond, à 28, ça ne marche pas. Alors moi, je ne suis pas du tout d'accord sur l'analyse qui vient d'être faite. L'Europe, ce n'est pas la somme des intérêts particuliers de certains. L'Europe, c'est autre chose. C'est un intérêt commun des peuples européens. C'est un intérêt commun qui est un intérêt supérieur qui fait que, en fait, l'Europe est plus forte ensemble. Et si vous essayez de défendre les intérêts particuliers de chacun, eh bien, ce sera la zizanie à l'intérieur de l'Europe. Et c'est ce que les mouvements populistes aujourd'hui en Europe essayent de créer. Et donc, quand ils disent que l'Europe à 28, ça ne peut pas fonctionner, ça ne peut certainement pas fonctionner dans l'optique que les populistes essayent d'amener à l'Europe. Par contre, l'Europe à 28 peut fonctionner quand elle défend cet intérêt commun. Et on l'a vu, par exemple, par rapport à la question chinoise, quand il s'agit de défendre les intérêts européens par rapport à des forces internationales, eh bien, on arrive ensemble à tracer une ligne qui peut être respectée à l'extérieur par des puissances aujourd'hui. Et aujourd'hui, le monde est fait de puissances. Et si l'Europe se morcelle, ce qui est d'ailleurs l'intérêt des Russes, ce qui est l'intérêt des Américains, ce qui est l'intérêt de tous ceux qui aujourd'hui ont envie d'avoir accès au marché européen sans avoir affaire à la puissance européenne. 7h40 sur la première, nous sommes toujours en émission spéciale ici à Bruxelles. Bruxelles, un endroit que vous connaissez bien. Alain Franco, bonjour. Vous avez fait le déplacement avec nous. Vous connaissez bien parce que vous avez été correspondant parlementaire ici pendant 14 ans, Alain, pour la RTS. Et puis ces 5 dernières années, vous n'avez pas suivi cette législature. Vous êtes chroniqueur d'ailleurs, nos auditeurs vous connaissent bien dans la matinale. Qu'est-ce qui a changé, Alain, entre le moment où vous êtes parti et ces 14 ans que vous avez passés? Eh bien, le constat, il tient en 2 mots. C'est tendu. Alors c'est vrai, depuis la pose de la première pierre, la construction européenne a toujours été un chantier compliqué. Les États membres désiraient vraiment la bâtir, cette sacrée maison commune. Mais ils avaient chacun leur propre idée sur la façon de faire, sur la taille des pièces, sur les règles de copropriété. La magie de l'affaire, c'était leur capacité à y arriver, malgré les crises. Ici à Bruxelles, j'ai souvent entendu les eurocrates, les diplomates, dans cette bulle bruxelloise, répéter « l'Europe a besoin de crise pour avancer, rien de grave ».
et puis on passait à autre chose. Ouais, du coup, c'est bon. Là, je pense que question crise, l'Union a eu son compte ces dernières années. On est servi et ces crises sont même devenues quasi systémiques, non plus vertueuses mais dangereuses. Grexit, crise de la zone euro, crise de la migration. Les tensions entre habitants de la maison commune se sont accrues. L'austérité décidée pour circonscrire le feu dans la zone euro et puis une globalisation mal maîtrisée ont fait naître une peur du déclassement, on l'a dit, dans les classes moyennes. Et puis le Wirtschaften das d'Angela Merkel a révélé un gouffre culturel entre une Europe de l'Ouest et du Sud habituée à la migration et l'Est, longtemps protégé, qui s'est cabré, Hongrie, Pologne. Ajoutez à tout ça les Britanniques qui ont, eux, claqué la porte, mais qui ont encore un pied coincé dans l'entrebâillement. Et la montée des forces eurosceptiques dont on a parlé là, c'est le résultat des secousses que vous nous décrivez? Absolument. C'est une des grandes nouveautés de cette élection, avec une autre nouveauté, le soutien plus ou moins visible d'acteurs extérieurs qui n'étaient pas là avant, Trump, Poutine, Steve Bannon, tous veulent affaiblir l'Europe. Et avec tout ça, on se demande comment cette maison tient encore debout. Eh bien, elle l'est parce que quasiment partout, les sondages, et ce matin, les résultats aux Pays-Bas, montrent que les Européens continuent majoritairement à vouloir cohabiter. Ils réclament des améliorations à la maison commune, de nouvelles règles, mais pas sa démolition. C'est là-dessus que doivent impérativement rebondir les partis traditionnels, sociodémocrates et conservateurs, en baisse peut-être, mais toujours puissants, verts en hausse et centristes qui rêvent sous la houlette de Macron de devenir la force centrale de ce Parlement européen. Merci Alain. Emmanuel Macron, j'en parle avec vous, Charles Goerens, puisqu'il veut vraiment venir remplumer au fond cette famille centriste et libérale que vous représentez ici au Parlement européen. C'est bon pour vous, ça va vous amener du poids ou c'est plutôt un cadeau un peu empoisonné? Écoutez, c'est le seul à avoir fait des propositions courageuses dans son discours devant la Sorbonne il y a 2 ans. Les autres traînent des pieds. Madame Merkel n'a pas répondu parce qu'elle était occupée à chercher des conciliabules avec son ministre de l'Intérieur. Le tandem franco-allemand ne marche plus très bien. La successeur de Madame Merkel à la tête, la CDU, a donné une fin de non-recevoir aux récentes propositions d'Emmanuel Macron. Le moteur franco-allemand est donc en panne. Il faut chercher un nouveau projet pour sortir de l'impasse. Alors je crois qu'on ne pourra pas ne pas tenir compte des propositions de Macron à l'avenir. Je crois que ce qui sera très décisif, c'est la semaine prochaine où les chefs d'État et de gouvernement devront s'entendre sur la question de savoir qui va succéder à Jean-Claude Juncker. Moi, j'attends du prochain président de la Commission européenne qui aura vraiment un rôle crucial à jouer dans le monde contemporain. C'est lui qui devra annoncer dans les 100 premiers jours de son mandat où on ira en matière de lutte contre le changement climatique, ce qu'on fera avec des pays fautifs d'un point de vue respect de l'état de droit. Moi, je crois qu'il faut être extrêmement clair et j'espère aussi qu'il n'y aura pas d'élargissement tant que l'Union européenne n'aura pas remis de l'ordre dans sa propre politique. D'élargissement supplémentaire, Alain. Il y a une opportunité actuellement d'en finir avec une genre d'hégémonie ces 10 dernières années du PPE, des conservateurs, avec une coalition. Est-ce que justement les sociodémocrates seraient prêts, Marie-Irène, à travailler avec les centristes, voire les Verts, pour faire une majorité et un peu cornériser le PPE finalement, les conservateurs? Et tout dépendra du projet, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Nous, ce qui est important, c'est d'avoir un projet qui change socialement l'Europe. Et donc, il est vraiment important d'avoir autour de la table des personnes qui sont prêtes à une coalition qui va apporter des solutions sociales aux citoyens européens. Alors j'entends bien la position des centristes qui, je pense jusqu'à présent, et je ne vise pas Charles Goerens parce qu'on a eu l'occasion de travailler ensemble, effectivement sur des projets qui étaient des projets sociaux, mais le groupe ALDE aujourd'hui est plus libéral économiquement que centriste socialement. Actuellement, jusqu'à maintenant, le groupe ALDE était un groupe libéral économique. Et donc peut-être que le groupe ALDE deviendra un groupe, une force plus de centre sur un plan social et donc avec lequel il sera plus facile de travailler. Mais je dois avouer qu'il a été difficile avec le groupe ALDE ces 5 dernières années de travailler sur une reformulation du projet économique européen. On sent que ça ne va pas aller tout seul, Charles Goerens, cette grande coalition qui va changer un petit peu. Je serais moins sceptique. Écoutez, on n'aura plus de droits dérivés dans l'Union européenne. Si on n'arrive pas à faire une coalition entre le PPE, le SND, donc le parti de Mme Marina, les libéraux et les Verts. On aura un bloc contre nous, donc l'extrême droite, qui n'ont rien en commun,
qui ne peuvent pas se mettre d'accord sur une seule position commune en matière d'euro. Ils sont divisés. Lorsque Salvini demande à ses collègues en Autriche, en Allemagne, en France s'ils acceptent les réfugiés, ils disent tous non. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Alors nous sommes condamnés à réussir. Hein. Donc je crois que les positions qui vont sortir de cette prochaine législature ne seront pas extrêmes, mais elles seront le résultat d'un compromis, tout compromis étant un effort, une contribution de chacun pour contribuer à évaluer à un niveau supérieur. Et une des questions de ce scrutin, c'est aussi, et c'est à vous que je m'adresse, Damien Lempereur, la capacité des eurosceptiques de former un groupe commun. On sent que ça va être très très compliqué. On voit bien que Matteo Salvini, avec son envie de créer une internationale des nationalistes, ambitionne vraiment de créer un groupe très très fort. Vous allez vous mettre avec qui si par hasard vous obtenez des sièges à Debout la France? Oui, alors les députés Debout la France feront partie du groupe ECR, les conservateurs et réformistes, qui est aujourd'hui, je crois, le 3e groupe au Parlement européen et qui va peut-être accueillir de nouveaux députés, dont les députés du Forum de la démocratie, élus hier aux Pays-Bas, et qui va, je crois, pouvoir jouer un rôle central au Parlement européen et qui ne compte pas aujourd'hui M. Salvini ou les alliés du Rassemblement national. Donc je pense qu'il y a une solution autre que celle qu'on nous présente souvent, à savoir finalement ce qu'on qualifie de populiste, puisque le groupe ECR aujourd'hui est le 3e groupe déjà au Parlement européen. Mais moi je voulais juste réagir rapidement, parce qu'on s'adresse aussi à des téléspectateurs suisses, et ça doit quand même et principalement, ça doit quand même les choquer de voir qu'on explique que tous ceux qui ne sont pas dans l'Union européenne, finalement, sont voués à l'échec commercial, économique, alors qu'aujourd'hui, la Suisse se porte relativement bien comparée à l'Union européenne. Et quand on est dans l'Union européenne, ça fait 30 ans qu'on nous explique qu'il faut plus d'Europe sociale, plus d'Europe, plus de nivellement vers le haut, et que c'est exactement le contraire qui se produit. Aujourd'hui, l'Union européenne est relativement faible dans la mondialisation. Nous sommes ouverts à tous les vents de la mondialisation. Nous ne nous protégeons pas face à la Chine et aux États-Unis. Et je crois donc que pour un téléspectateur suisse, il doit y avoir quand même une sorte d'incompréhension de voir que ce qu'on nous présente comme le modèle qui réussit est celui qui échoue, et que leur modèle, que leur pays, qui est démocratique, qui est souverain, qui réussit dans la mondialisation, est présenté quelque chose qui serait impossible. Voilà, c'était juste une petite remarque pour les téléspectateurs qui nous regardent quand même. Question en effet très intéressante, Damien Lempereur, que je vais soumettre rapidement. Ce que dit Damien Lempereur, comment oser dire qu'au fond, être hors de l'Union européenne, c'est si catastrophique que ça, à des auditeurs et téléspectateurs d'un pays qui s'en sortent, on va quand même le dire, pas si mal que ça, en dehors des frontières de l'Europe, Charles Goerens? Écoutez, la Suisse ne serait pas la Suisse d'aujourd'hui si elle n'avait pas un ancrage fort à l'Union européenne. Elle accepte les règles de l'Union européenne, elle ne peut même pas les négocier. Donc la Suisse aurait tout intérêt à faire partie de l'Union européenne. C'est aux Suisses de décider. On sait pourquoi ça ne marche pas, parce que vous devez décider ça par référendum. La Norvège... En effet, on demande aux gens ici ce qu'ils veulent. La Norvège et la Suisse payent des contributions au budget européen, acceptent des règles, accepte des règles définies par l'Union européenne et aussi l'autorité de la Cour de justice. Donc qu'on ne vienne pas nous raconter des histoires. À 7h49, si vous le voulez bien, on va passer la presse en revue. C'est ce qu'on fait tous les matins dans cette matinale à 7h06. C'est une revue de presse un petit peu particulière. Valérie Drouet est avec nous. Mais Valérie, vous avez lu la presse européenne pour le coup. Et on commence par les Pays-Bas qui, ce matin, ont un premier sondage sorti des urnes pour ce scrutin européen. Oui, la presse nationale revient sur la première place inattendue de la gauche. Selon ce sondage, justement, de Telegraph, le grand quotidien populaire, titre « La réponse, c'est Timmermans ». Frans Timmermans, commissaire européen, qui emmenait cette liste. De Volkskrant, de centre-gauche, Timmermans offre une victoire surprise aux socialistes. Et l'analyse de Het Parool, le quotidien régional d'Amsterdam, les démocrates peuvent baiser les pieds carrément de Timmermans. Pour de Volkskrant, le FVD, Forum pour la démocratie de l'europhobe Thierry Baudet, confirme son importance dans le paysage politique. NRC, le quotidien de référence, insiste, lui, sur la déception de ce FVD qui espérait quand même mieux faire. On a plus philosophique, c'est dans la presse allemande. Là, on s'interroge sur l'idée de l'Europe. Oui, la Süddeutsche Zeitung a demandé à 7 auteurs de pays de l'Union européenne comment ils pourraient décrire cette idée de l'Europe à des extraterrestres, un animal à 28 pattes ou un réseau ferroviaire avant tout, ou encore des peuples différents liés par l'idée qu'ils sont les meilleurs, les plus réfléchis
et les plus sophistiqués. Et puis en Allemagne, toujours une affaire qui s'est installée dans les journaux depuis hier, la vidéo d'un YouTuber à la mèche bleue qui s'appelle Rezo, une vidéo qui s'appelle La destruction de la CDU, dans laquelle il casse le parti d'Angela Merkel. La Frankfurter Allgemeine Zeitung propose ce matin un fact-checking, une vérification point par point sur les 4 thèmes abordés par le clip: climat, prospérité, guerre et culture de la protestation. Et puis du côté de la Pologne, parce que vous lisez couramment le polonais, absolument. On retrouve ce matin les échos d'une affaire qui s'est imposée un peu par surprise dans cette campagne. On la retrouve sur le site du grand quotidien conservateur Rzeczpospolita, la pédophilie dans l'église catholique polonaise. C'est de ça qu'il s'agit, un scandale qui a éclaté ce printemps avec la diffusion d'un documentaire visionné 11 millions de fois en 3 jours, troublant la campagne des conservateurs catholiques. On trouve notamment un sondage à la question limpide ce matin: faut-il la démission des évêques? Et un commentaire aussi sur la fin de cette campagne de ces européennes en Pologne et le grand débat entre les candidats. Un débat qui a montré, écrit l'auteur, à quel point l'agenda politique polonais avait changé. Ce sont les questions climatiques et énergétiques qui ont dominé. Et puis la presse hongroise, vous nous la promettez depuis quelques jours, Valérie, on y parle immigration et pétrole. Oui, dans le Magyar Hírlap, quotidien du pouvoir, on assiste sur l'aspect sauveur, j'ai travaillé, on assiste sur l'aspect sauveur du parti nationaliste du président, le Fidesz. Le journal cite un secrétaire d'État qui dit que ce parti est la seule force politique anti-immigration de la Hongrie. Il n'y a pas d'autre recette que la sienne. Et juste à côté, le journal se réjouit. Le Japon serait intéressé par le système des très fortes subventions, ça peut aller jusqu'à des milliers d'euros pour les familles. Et puis le journal Népszava, quotidien national d'opposition, s'inquiète, lui, du stock de pétrole stratégique du pays qui s'épuise lentement. Et puis on va terminer avec une certaine idée de l'Europe dans la presse du jour, c'est celle des supporters de football. Et là, on retourne dans la presse suisse, c'est l'angle original qu'a trouvé le quotidien Le Temps, de l'Europa League, samedi à Bakou, en Azerbaïdjan, entre Chelsea et Arsenal. Elle rappelle cette finale à quel point les supporters de football sont de grands voyageurs. Ils ont acquis une connaissance fine du territoire et participent à leur manière à la construction européenne. Car le football est un sport profondément européen depuis ses débuts, explique un historien. Alors, d'abord réservé aux supporters ayant les moyens, les déplacements se sont démocratisés, comme les voyages. Ils sont devenus une marque importante d'attachement à son club. Jouer à saut de frontières, avoir toute l'Europe comme terrain de jeu pour supporters, finalement, c'est devenu normal. Pour un fan de football, l'Europe, c'est tout simplement les pays membres de l'UEFA. La revue de presse polyglotte et européenne de Valérie Drou. Peut-être on va revenir peut-être sur le football, mais une première question à vous, Marie-Arena. Ce score aux Pays-Bas avec les sociodémocrates en tête, c'est bon pour votre candidat, votre Spitzenkandidat pour la Commission? Évidemment, c'est bon pour la gauche, tout simplement. Un pays qui gagne à gauche. On a déjà eu l'Espagne après les élections qui ont eu lieu au niveau national, qui a montré que quand on avait un projet de gauche en Espagne, eh bien, on pouvait gagné. Ici, Frans Timmermans qui a fait le combat sur la question des droits fondamentaux et l'état de droit en Hongrie avec, je dirais, un travail acharné au niveau de la Commission sur cette question de l'état de droit, a démontré que l'état de droit en Europe était vraiment quelque chose d'extrêmement important et j'espère que c'est là-dessus aussi qu'on travaillera avec la nouvelle Commission. Et puis l'idée d'Europe, Charles Goerens, finalement, on est les meilleurs, on est plus réfléchis, on est plus sophistiqués, nous sommes au fond un peuple différent, ça pourrait être ça qui unit les Européens, comme le cite la presse allemande ce matin? On est dans la diversité, et la diversité peut enrichir si on ne l'exploite pas à des fins de politique politicienne. Non, je crois qu'il y a des choses à faire en commun, et si l'Europe fait des choses en commun, elle peut faire bouger les lignes. Moi, je trouve qu'on fait toujours porter le chapeau à l'Europe pour tous les échecs. Ceux qui sont responsables pour ces échecs, ce sont les chefs d'État et de gouvernement qui freinent des quatre fers dès lors qu'il s'agit d'apporter des aménagements indispensables au traité. On a entendu dans la revue de presse à plusieurs reprises que l'une des grandes préoccupations des Européens, notamment en Pologne, mais ailleurs également, vous l'avez tous les deux aussi évoqué au début de cette émission, c'est le climat, l'environnement. Les Suisses aussi, on va voter cette année, on votera le 20 octobre pour les élections législatives au niveau national. Guillaume Meyer, vous êtes notre correspondant à Bruxelles et vous avez voulu comparer un petit peu, voir si les préoccupations des Suisses correspondent à celles des Européens. Alors, il y a une grande différence, Romaine. En Suisse, en tête des préoccupations, vous trouvez les assurances sociales, en particulier l'assurance maladie. C'est très clair dans toutes les dernières enquêtes de GFS Bern, par exemple. Par contre, au niveau de l'Union européenne,
Ce n'est pas un sujet que les sondés mettent en avant, peut-être parce que la sécurité sociale reste largement du ressort des États. J'ai sous les yeux un sondage réalisé en avril dans 8 pays de l'Union. Pour un sondé sur 3, le premier défi européen, c'est l'immigration. Bon, le résultat n'est plus aussi clair qu'il y a quelques années quand la crise des migrants faisait les gros titres. La tendance est baissière et c'est aussi le cas en Suisse. Oui, alors l'immigration qui recule dans les préoccupations, c'est le cas en Suisse, au profit d'autres thèmes comme, y compris chez nous, le changement climatique. Oui, le climat fait une percée en Suisse et en Europe. Alors, dans la plupart des sondages, l'immigration reste devant, mais le climat revient systématiquement dans les 5 premières préoccupations. Autre point commun entre Suisse et Européens, il semble être moins sensible qu'à une époque à la peur du chômage. Il y a 10 ans, en pleine crise financière, c'était le grand sujet. En Suisse, cette crainte s'est vite dissipée. On voit qu'aujourd'hui, en Europe aussi, cette préoccupation recule. Ça ne vient pas de nulle part. Globalement, le chômage baisse depuis 5 ans. Et Guillaume Hier, vous le savez, vous qui êtes notre correspondant ici à Bruxelles et qu'on vous appelle tellement régulièrement pour ça, le Brexit est un sujet brûlant. Est-ce que l'appartenance à l'Union européenne fait débat aussi parmi les populations sondées? Eh bien, pas tellement, semble-t-il. Je reviens à ce sondage européen d'avril. Pour 61% des répondants, c'est une bonne chose d'être membre de l'Union. Manifestement, l'exemple britannique ne fait pas beaucoup d'émules. En Suisse, on voit aussi une nette préférence pour le statu quo hors de l'Union. Les partisans d'une adhésion sont très minoritaires, entre 15 et 20% des sondés chez GFS Berlin. Merci beaucoup Guillaume. Nicolas Vado, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez aussi un passeport britannique, oui. Vous êtes donc dessinateur de presse. J'ai vu sur votre site, vous avez énormément dessiné sur le Brexit. On a l'impression que vous vous êtes beaucoup amusé, je me trompe? Amusé, je ne sais pas si c'est le mot qui convient, mais je suis britannique. Mais heureusement, j'ai un passeport de l'espace Schengen, ce qui est beaucoup plus important. Et je connais beaucoup de Britanniques à Bruxelles qui ont pris la nationalité belge ou celle de leur conjoint qui est d'un autre pays de l'Union. Le Brexit devrait quand même montrer aux gens ce qui se passe quand on met des populistes en avant. Ils n'y arrivent pas. Depuis le début, on sait qu'il y avait des pierres d'achoppement énormes pour ce Brexit, que ça n'était quasiment pas faisable en l'état. On voit le résultat et c'est ça que je trouve absolument navrant. Et je peux vous dire que dans les familles britanniques, il y a une fracture qui est énorme. Il y a une fracture entre les jeunes, entre les vieux, entre différentes régions. Dans ma propre famille, ils perdent même leur sens de l'humour parce que je leur envoie des dessins sur le Brexit et ils me disent « No, that's not funny ». Et donc, si même les Britanniques perdent leur humour, on est quand même mal barré. Où va-t-on? Nicolas Vado, vous n'avez pas chômé pendant cette émission? Vous avez fait un dessin pour nous. C'est l'échauffement de la journée, donc c'est bien. Vous nous le montrez, vous nous le présentez, Nicolas. J'ai fait un petit passé, on peut le voir. Donc, il y a marqué « Regardons-nous dans le miroir » parce que c'est ce qu'on va devoir faire. Ouais. Et j'ai mis ce Europe qui se regarde dans le miroir, mais dans le miroir, il y a Salvini. Et elle dit « C'est moi, ça, j'ai pris un sacré coup de vieux ». Nicolas Vado, dessinateur de presse. Merci pour ce dessin. On va pouvoir le garder, vous nous laissez à la matinale. Voilà. Magnifique, merci à vous. Merci aussi à vous, Charles Goerens. Je le rappelle, vous êtes député ici au Parlement européen depuis très longtemps. Depuis en tout cas 2009 et puis d'autres, vous avez eu d'autres mandats. J'ai 17 ans de parlementarisme. 17 ans, voilà, ça s'appelle l'expérience. Merci d'être venu partager justement cette expérience et puis votre avis sur ces élections avec nous. Merci à vous, Marie Arena aussi, députée socialiste depuis 2014. Vous vous représentez. On vous souhaite évidemment bonne chance. Merci d'être venu un petit peu éclairer, expliquer, décrypter. Merci à vous aussi, Damien Lempereur. Vous êtes candidat, on vous souhaite bonne chance. Non. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation.